Élise Delacroix, adolescente de 17 ans à la silhouette fragile et au regard qui semblait porter le poids d'un secret incommensurable, demeurait immobile devant la vieille fenêtre en pierre de sa maison isolée. La lumière pâle de l'aube filtrée à travers les volets entr'ouverts dessinait des ombres diffuses sur ses traits fins, accentuant l'impression qu'elle était suspendue entre tout monde, celui de l'enfance qu'elle tentait de préserver et celui de la vérité qu'elle refusait encore d'affronter. Ses yeux, d'un gris perçant, scrutaient la silhouette de sa grand-mère, assise sur le banc en bois usé du petit jardin. La vieille dame courbée, enveloppée dans un châle rongé par le temps, semblait absorbée par la contemplation d'un vieux vase en porcelaine dont les éclats de lumière accentuaient la fragilité, tout comme sa propre santé. Élise se mordit l'intérieur des lèvres, un frisson parcourant toute sa colonne vertébrale à l'idée de la revoir si vulnérable, si étrangère à ses propres luttes. Elle se demandait si la vieille femme devinait, ne serait-ce qu'un instant, la tempête qui grondait en elle, ce tumulte de souvenirs, de rancune et de peur qu'elle avait dû enfouir si profondément au cœur de son être pour tenir le coup chaque jour. La brise fraîche caressait doucement ses cheveux châtain clair, tandis qu'un soupir silencieux s'échappa de ses lèvres pincées. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, une sorte de prescience qu'un jour, elle ne pourrait plus continuer à dissimuler la vérité. La scène restait figée, presque irréelle, comme si le temps lui-même hésitait à révéler l'ultime secret qui allait bouleverser leur vie. La jeune fille détourna enfin le regard, ses pupilles s'assombrissant, alors qu'elle se remémorait les heures passées, à broyer ses souvenirs, à les enfouir au plus profond d'elle-même, dans l'espoir qu'ils s'effaceraient avec le temps. Mais il était évident que le silence ne durerait pas éternellement. La tension montait, palpable, comme un fil tendu prêt à se briser. Elle savait que, tôt ou tard, elle devrait faire face à la vérité. La vérité sur ce qu'elle avait fait, sur le secret qu'elle portait depuis si longtemps, fragile, mais dévastateur. Un secret qui la rongeait de l'intérieur, comme une ombre pesante, et qui, un jour ou l'autre, finirait par éclater dans un éclat de vérité, dans une confession aussi douloureuse qu'inévitable. Elle ferma doucement la fenêtre, ses doigts tremblants, puis se détourna, laissant derrière elle cette scène figée dans le crépuscule naissant, prête à affronter le poids de son passé, quelle qu'en soit la conséquence. Au cœur du marché hebdomadaire, la foule se pressait entre les étals colorés, les voix s'élevaient en un brouhaha familier. Mais une tension sourde semblait suspendre l'atmosphère. Les villageois, habitués à leur routine, jetaient des regards furtifs et chargés de soupçons à l'adresse d'Élise, dont la silhouette fragile se détachait dans la foule. Son visage pâle, presque translucide, semblait porter le poids invisible d'un secret inavouable, tandis qu'elle avançait lentement entre les stands, ses mains tremblantes dissimulant mal le frisson qui la parcourait. Lorsqu'un vieil homme, à la barbe grisonnante, se rapprocha, ses yeux s'assombrirent, et d'une voix rauque, il lança « Tu sais ce qu'on murmure, Élise, hein? La disparition de ta mère, ça ne s'oublie pas si facilement. » La jeune fille sentit une boule lui nouer la gorge. Elle serra ses doigts contre ses paumes, tentant de maîtriser cette tempête intérieure. Son regard se perdit un instant dans le vide, comme pour fuir la réalité. Mais elle n'eut d'autre choix que d'affronter l'accusation silencieuse qui pesait sur elle. La foule se fit plus compacte, comme si chaque râle de la rumeur amplifiait le silence pesant qui l'entourait. La petite voix de sa conscience lui soufflait qu'il était temps de parler, mais la peur la paralysait encore davantage. Elle savait que ses pas devaient la mener quelque part, vers la vérité qu'elle portait en elle. Une vérité qui, si elle sortait enfin au grand jour, pouvait tout faire basculer. Elle inspira profondément, ses yeux fixant l'horizon flou, où chaque visage lui semblait devenu un miroir tremblant, reflétant la confusion, la méfiance et l'attente silencieuse de révéler ce qui devait l'être. La tension montait, lourde, insupportable, et dans ce silence lourd de secrets, Élise sentit que le moment était venu. Celui où tout allait changer, où son propre destin, aussi effrayant soit-il, allait se dévoiler sous le regard impitoyable de la communauté. Sous la pluie fine qui tambourinait contre les vitres poussiéreuses de la vieille maison du grand-père, je poussai lentement la porte en bois qui grinçait comme si elle voulait protester contre ma présence. Mon cœur battait à tout rompre, entre excitation et angoisse, tandis que chaque pas que je faisais
résonnait dans l'immense silence chargé de souvenirs oubliés. La pénombre douceâtre de la pièce se déployait devant moi, et je scrutais l'intérieur, où les meubles recouverts de draps jaunis semblaient conservateurs d'un passé lourd de secrets. Je me dirigeai vers l'armoire ancienne, son bois craquait sous mes doigts tremblants, et l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, dissimulé derrière des vieilles piles de linge décoloré, je découvris un journal intime dont la couverture en cuir usé portait des traces d'usure et de temps. Mon regard s'arrêta sur cette relique mystérieuse, et j'eus l'impression que le silence lui-même retenait son souffle. Mes doigts tremblaient en soulevant la tranche, et en feuilletant la première page, je vis un nom. Marie Delacroix. La ligne suivante, écrite à la main, était tremblée mais nette. Tout ce que je sais, tout ce que je tais, doit sortir aujourd'hui. Mon souffle se coupa dans ma gorge et mes yeux s'écarquillèrent en lisant ces mots. Une révélation, ou peut-être un aveu, qui bouleversait tout ce que je croyais connaître sur ma mère, sur ma famille. La plume trempée d'encre noire traçait une sentence muette, mais son poids était plus lourd que tout. Un secret inavouable, enfoui dans l'obscurité de cette vieille maison abandonnée, prêt à remuer toute ma vie. Je restais figée, incapable de détourner le regard, tandis qu'un frisson glacé parcourait mon échine. La pluie redoubla d'intensité, comme pour accompagner cette plongée dans l'inconnu. Et dans ce silence chargé de mystère, une voix intérieure me souffla que je devais continuer, que la vérité, aussi terrible soit-elle, finirait par éclater. Mon cœur battait à tout rompre, prêt à dévoiler l'indicible, prêt à affronter ce qui ne devait peut-être jamais sortir de l'ombre. Pourtant, je savais que ce journal contenait la clé de tout, et que ce jour-là, dans cette maison hantée par les souvenirs, tout allait basculer. Les pages jaunies du vieux journal tremblaient entre mes mains, alors que je déchiffrais, avec une précision haletante, chaque mot gravé par une main tremblante, chaque ligne empreinte d'un lourd secret. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruissement de la pluie contre les vitres cassées et du léger cliquetis de mes ongles contre le cuir décoloré du cahier. Mon regard s'arrêta soudain sur une phrase, écrite en lettres maladroites, presque impérieuses. « Il faut que tu saches la vérité sur maman, sinon tout sera perdu. » Mon cœur se comprima, comme si une main glacée s'était refermée sur ma gorge. Je levai la tête, mon regard troublé cherchant des réponses dans le vide, en me demandant si ces mots n'étaient qu'une hallucination. Une hallucination née de mon esprit, tourmenté. Je me redressai lentement, mon souffle court, et plissai les yeux pour mieux voir cette page crasseuse, comme si elle détenait la clé de toute ma vie. « Qu'est-ce que cela peut bien signifier ?» murmurai-je, la voix tremblante, en serrant le journal contre ma poitrine. La pièce semblait alors se déformer, comme un cauchemar en train de prendre vie, tandis que mes pensées se heurtaient à un mur de silence et de souvenirs refoulés. Je me rappelais cette fois où, petite, j'avais surpris ma mère pleurant dans la cuisine, ses mains tremblantes, son visage marqué par une douleur inconnue. Tout semblait soudain s'éclairer, mais d'un éclat brutal et déchirant. La mystérieuse phrase inscrite dans ce vieux carnet évoquait quelque chose de plus sombre, de plus profond, que je ne pouvais l'imaginer. Était-ce la clé de la disparition de ma mère, ou bien le début d'un labyrinthe de mensonges et de silences que je n'avais pas encore compris? Mon esprit s'embrouilla dans un tumulte d'émotions, entre la soif de vérité et la crainte irrépressible de découvrir ce que cette révélation pourrait bien révéler. La pluie redoubla d'intensité dehors, comme si la nature elle-même voulait effacer cette confession, effacer la mémoire de tout ce que je pensais connaître. Pourtant, je savais qu'il fallait continuer, que je ne pouvais pas ignorer cette voix muette que le journal semblait maintenant porter, cette voix qui me murmurait que tout ce que je croyais être vrai pouvait n'être qu'une illusion. Mon regard se fixa sur la vieille maison, abandonnée, hantée par le silence et la poussière, et je compris que le moment était venu de plonger plus profondément, de briser les murs de silence et de découvrir enfin ce que ce mystérieux secret voulait me révéler, même si cela me conduisait au plus profond des ténèbres. Une nuit sans lune, alors que la maison semblait respirer un silence oppressant. Je me trouvais éveillée, incapable de repousser cette sensation étrange qui m'envahissait. Les murs, sombres et silencieux, semblaient murmurer des secrets que je ne voulais pas entendre, mais qui pourtant s'imposaient à mon esprit
comme une litanie obsédante. Mon regard dériva vers le vieux journal, posé sur la table. Ses pages jaunies tremblaient légèrement sous la lueur vacillante d'une bougie. Je sais que je ne devrais pas, que le secret que je porte ne doit pas sortir. Mais la brûlure au fond de moi devient insoutenable. Soudain, une vision floue surgit, comme un éclat de mémoire fragmentée. La silhouette de mon grand-père, ses yeux d'habitude froids, mais cette fois emplis d'une espèce de colère non dissimulée, sa voix dure, presque méconnaissable dans ma tête. Je me revois petite, tremblante, incapable de bouger, quand il s'était approché de moi, ses mains rugueuses, fermement agrippant mes épaules. « Tais-toi, espèce d'idiote !» avait-il rugi, sa voix retentissant comme un coup de tonnerre dans cette pièce exiguë. Je me souviens de ses doigts, glacial et douloureux, serrant ma peau, de son souffle lourd, chargé d'une frustration que je ne comprenais pas encore. La scène s'effaça aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle une sensation de panique, une évidence que quelque chose s'était brisé en moi ce jour-là, mais sans que je ne puisse définir précisément la nature de cette violence. Mes mains tremblaient, la respiration coupée, alors que cette image s'imposait comme un cauchemar éveillé. Je voulais crier, mais ma voix était étranglée, comme si une force invisible m'étouffait. Mon cœur battait à tout rompre. Chaque battement résonnait comme un glas dans le silence de la nuit. La présence de cette scène floue mais pesante, cette violence qu'on m'avait infligée dans l'ombre du passé, devenait une pièce essentielle du puzzle que je refusais d'assembler, jusqu'à ce que tout explose. La peur, la culpabilité, mais aussi une sorte de colère sourde, s'entremêlaient en moi, comme un feu qui brûle lentement, inexorable. Je savais alors, au plus profond de moi, que ce souvenir, fragmenté et déformé, était la clé pour comprendre tout ce que j'avais enfoui, tout ce que je refusais d'admettre. La nuit avançait, et avec elle, cette révélation fragile, prête à tout faire basculer, à faire éclater la façade de ce qui semblait être une vie simple, mais qui cachait une vérité bien plus sombre et déchirante. Le jour tant attendu arriva, et mon cœur tambourinait dans ma poitrine, comme une machine d'acier mal huilée. Chaque battement résonnait dans ma tête avec une intensité presque insupportable. La vieille maison familiale, habituellement silencieuse, semblait vibrer d'une tension irréelle, comme si même les murs ressentaient l'urgence de la vérité que je portais en moi. J'avais convoqué cette réunion à la fois pour révéler ce que j'avais découvert, pour briser enfin le voile opaque qui régnait sur notre petit cercle, mais aussi parce qu'un instinct primal, irrésistible, me poussait à tout dire, à tout déchirer, à faire éclater la vérité comme une bombe prête à exploser. Assise à la grande table en bois, j'observais, le regard fixe, les visages tendus de mes proches. Ma grand-mère, aux yeux cernés par des années de soucis, semblait chaque seconde plus fragile. Ses mains tremblaient légèrement, comme si une tempête intérieure menaçait de la submerger. Mon oncle, l'air dur, fixait un point invisible du mur, comme s'il voulait se préparer à l'impact d'un secret trop lourd à porter. Je sentais la pièce se rétrécir, la chaleur devenir oppressante. Et pourtant, j'attendais, paralysée par une crainte viscérale, un mélange d'hésitation et de nécessité. La pièce était emplie de silence gênant, seulement brisé par le souffle court de la vieille horloge dans le coin, et par mes mains qui tremblaient si violemment que je devais me les poser sur les genoux pour essayer de garder contenance. Puis, dans un dernier souffle, je pris une profonde inspiration, mes yeux scrutant chaque visage, cherchant une dernière fois la force d'y aller. Je voulais tout dire, oui, mais la peur, cette vieille amie, me serrait la gorge, m'empêchant de lâcher la confession qui pourtant grondait en moi comme un volcan prêt à cracher ses flammes. Et, soudain, dans un élan d'hésitation, j'eus envie de tout abandonner, de reculer, de fuir cette responsabilité écrasante. Mais je savais que si je ne le faisais pas maintenant, si je ne libérais pas cette vérité enfouie depuis si longtemps, je resterais prisonnière d'un secret qui me rongeait, de ce poids qui menaçait d'éclater en moi comme une tempête sans fin. Mon cœur battait à tout rompre, et dans ce silence chargé d'angoisse, je compris que le moment était venu. Il fallait que je fasse face, que je brise ce dernier mur, même si cela signifiait tout perdre. La tension devint si palpable que chaque respiration semblait une lutte pour ne pas céder, et dans ce frisson intérieur, je me préparais à ouvrir la porte vers un passé que je n'avais jamais osé affronter,
prêt à tout risquer pour libérer la vérité, même si elle allait tout détruire. La lumière tremblante des bougies projetait des ombres dans la pièce, amplifiant le contraste entre le calme apparent du dîner et le tumulte silencieux qui s'agitait en moi. Assise à table, mes mains tremblaient légèrement, crispées contre la nappe fripée, comme pour contenir un flot d'émotions en ébullition. La voix de mon grand-père, douce et posée, se mêlait au murmure des autres membres de la famille. Mais à chaque fois que je levais les yeux vers lui, une sensation glaciale m'envahissait, comme si je percevais un écho de quelque chose de sombre, de dissimulé derrière ses gestes quotidiens. Il racontait une anecdote anodine, mais ses yeux, eux, brillaient d'une lueur étrange, entre l'évitement et une sorte d'éclat inquiet. J'avais voulu parler, j'avais essayé de formuler quelques mots pour attirer l'attention, pour faire jaillir la vérité que je sentais enfouie au plus profond de moi. « Tu as l'air distraite, Élise », m'avait lancé ma mère en fronçant les sourcils. Mais je n'avais pas répondu. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que tout le monde l'entende, que mes mains tremblantes ne trahissent ma nervosité. Mes pensées s'embrouillaient, chaque mot que je voulais prononcer semblait coincé dans ma gorge, comme un nœud insurmontable. « Rien, je réfléchissais simplement. » Avais-je murmuré d'une voix presque inaudible? Pourtant, dans cette obscurité silencieuse, je sentais que mon regard cherchait désespérément un signe, un indice, une indication, dans le regard de mon grand-père, qui, pour la première fois, semblait à la fois à l'aise et sur le qui-vive, comme s'il devinait que je m'apprêtais à dévoiler quelque chose de lourd. La tension montait, palpable comme un frisson électrique dans l'air, et chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, suspendue entre le silence imposé par la peur et la nécessité de révéler enfin ce qui dormait en moi. Je voulais crier, mais mes lèvres restaient scellées, tandis que mon esprit s'emballait, espérant un signe, une approbation, ou peut-être même une demande d'explication de la part de celui qui pouvait, peut-être détenir la clé de ce secret si longtemps enfoui. La pièce semblait se réduire à un espace étroit, où mon souffle se faisait lourd, où chaque regard pesait comme une accusation muette. Et dans ce moment suspendu, je compris que je ne pouvais plus reculer, que je devais affronter cette vérité qui menaçait de m'engloutir, même si la peur de tout perdre m'étreignait de plus belle. Mes pensées s'emballèrent comme une tempête silencieuse, me ramenant à cette époque où tout avait basculé. Je revois encore ces après-midi sombres, où chaque geste de mon grand-père semblait chargé d'une menace invisible, une menace que je ne comprenais pas encore, mais que mon corps ressentait comme une ombre glacée. Je me souviens de ses yeux, durcis par le temps, scrutant chaque mouvement comme s'il cherchait à déceler une faiblesse. « T'es qu'une petite ingrate !» m'avait-il soufflé d'une voix rauque, en brandissant la main comme pour m'asséner une correction. La fois où ses doigts rugueux s'étaient refermés autour de mon poignet, m'obligeant à regarder la pièce se dilater dans une douleur sourde, mon cœur battant à tout rompre. La peur, immense, m'avait figé, mais une révolte sourde naissait en moi, une colère contenue qui grandissait en silence. Je me souviens de cette scène horrible, où après une brève altercation, il m'avait menacé en me regardant fixement, le visage tordu par la haine. « Si tu dis un mot à qui que ce soit, tu regretteras, petite chienne. » Sa voix résonnait encore dans mes oreilles, glacée comme une lame, comme si chaque mot était une épreuve, une humiliation. Et pourtant, dans cette nuit-là, quelque chose avait changé en moi. Une souffrance insidieuse s'était transformée en une colère noire, en un feu qui refusait de s'éteindre. La peur n'avait plus été la seule compagne. Une haine profonde, viscérale, s'était enracinée dans mes entrailles, mêlée à une culpabilité confuse que je ne pouvais nommer à l'époque. Ces flashbacks ressurgissaient chaque fois que je fermais les yeux, comme des éclats d'ombre qui s'immisçaient dans chaque fragment de ma mémoire, alimentant mon désespoir. Je comprenais aujourd'hui que cette violence, cette menace constante, avait forgé en moi une dualité terrible. D'un côté, la peur viscérale de lui, de l'autre, une révolte sourde contre cette domination, contre ce silence imposé. Ces souvenirs se mêlaient à la colère que je ressentais maintenant, alors que je m'apprêtais à tout révéler, à exprimer enfin cette haine enfouie, cette douleur qu'il m'avait infligée sans que personne ne le voie. Mon corps tremblait encore, mais je savais que je ne pouvais plus reculer, que tout ce passé, cette violence ancienne, allait bientôt sortir au grand jour,
déchirant le voile d'oubli que mon silence avait maintenu si longtemps. Tout était prêt à exploser, comme si chaque fragment de mon être voulait enfin se libérer de cette prison invisible, de cette haine accumulée dans l'ombre d'un amour déformé. Je me souviens encore comme si c'était hier, du jour où j'ai surpris cette conversation secrète dans la vieille cuisine sombre de la maison de mon grand-père. La lumière tamisée de la lampe vacillante jetait des ombres tremblantes sur les murs couverts de papier jauni, et le silence pesait comme un pressentiment lourd. Je m'étais glissée discrètement derrière la porte entr'ouverte, les oreilles tendues comme celles d'un animal sauvage. J'avais entendu leur voix, grave et feutrée, qui résonnait dans l'obscurité, et chaque mot prononcé semblait frapper mon cœur comme un coup de marteau. La voix de mon grand-père, rauque, presque tremblante, disait « Tu ne peux pas continuer à fuir cette vérité. Elle finira par éclater. Le temps est venu de tout dire. » La figure mystérieuse dont je n'avais encore jamais vu le visage répondit d'une voix glaciale. « La famille ne comprendra pas. C'est trop lourd. Si cela se sait, tout s'effondrera. » Mon souffle se coupa, le souffle court, alors que je sentais une sueur froide perler sur mon front. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on m'entende, que mes propres battements trahissent ma présence. J'étais figée, comme paralysée par la peur et la curiosité, incapable de détacher les yeux de cette scène que je savais désormais gravée à jamais dans ma mémoire. La conversation continua. Mais ce que j'avais entendu résonnait en moi comme une bombe prête à exploser. Un secret de famille si lourd, si tordu, qu'il aurait pu déchirer le fragile tissu de notre histoire. Mon regard se porta alors sur la vieille porte en bois, à moitié entr'ouverte, laissant filtrer un faible rai de lumière, et toute cette vérité enfouie, comme un poison insidieux, prête à révéler le pire. La tension s'était condensée en moi, un crescendo d'angoisse et de fascination, alors que je comprenais que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence revint, lourd comme une sentence. Mais je savais que cette révélation ne resterait pas enfermée bien longtemps. Elle finirait par jaillir, implacable, et tout ce que je croyais connaître sur ma famille allait s'effondrer, emporté par le poids de ce secret inavouable, qui, à cet instant précis, semblait me condamner à une vérité que je ne pourrais jamais effacer. Dans l'obscurité oppressante de la vieille maison abandonnée, chaque pas résonnait comme un écho de ma propre tourmente. La pièce où je me tenais, déserte et délabrée, semblait vibrer sous la pression de mes émotions déchaînées. Une catharsis violente, à laquelle je ne pouvais plus échapper. La lumière pâle qui filtrait par les fenêtres cassées projetait des ombres menaçantes, amplifiant la sensation de chaos intérieur qui m'envahissait. Mon regard se porta alors sur lui, mon grand-père, au visage creusé par les ans. La haine, la peur et, inconsciemment, la culpabilité qu'il portait en silence. Je le fixais avec des yeux emplis de fureur et de désespoir, incapable de contenir cette tempête de sentiments contradictoires. Lentement, je m'approchai, mes mains tremblantes, la respiration coupée par une douleur sourde. « Tu ne mérites pas de vivre avec ce secret », murmurai-je, la voix brisée, tout en serrant un vieux bâton cassé que j'avais déniché dans la pièce. Dans un geste précipité, je le frappai, d'abord doucement, puis avec toute la violence de mes frustrations accumulées, comme si chaque coup pouvait faire taire la voix intérieure qui hurlait depuis si longtemps. Il tomba à genoux, ses yeux écarquillés de surprise et de terreur. Mais je ne cessais pas, mon esprit envahi par la rage, la douleur et le besoin viscéral de vengeance. La maison résonnait de notre chaos, de nos cris silencieux, tandis que je le frappais encore et encore, comme pour extirper la vérité, comme pour briser le silence qui pesait sur nous depuis des années. La scène était à la fois surréaliste et viscérale, un ballet d'émotions extrêmes, où chaque geste ressemblait à une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de punir l'injustice, de faire taire cette voix intérieure qui me hurlait la vérité, que je ne pouvais plus supporter de porter en moi. La pièce, témoin muet de ce déchaînement, semblait se fissurer sous la pression de notre tragédie silencieuse, alors que je continuais, comme dans une transe aveugle, à infliger cette douleur symbolique, cette torture psychologique qui, dans mon esprit torturé, agissait comme une forme de justice ultime. Les ombres de la pièce semblaient s'étirer
et se contracter sous la lueur vacillante de la vieille lampe, déployant une atmosphère oppressante, où chaque respiration semblait peser lourdement sur mes épaules. Mon cœur tambourinait violemment dans ma poitrine, comme s'il voulait s'échapper, tandis que mon regard se fixait sur le visage livide de mon grand-père, désormais réduit à une silhouette fragile et déformée par la peur. La scène, qui avait commencé par une simple confrontation, s'était transformée en un cauchemar éveillé, un balai de souvenirs réprimés, de douleurs enfouies, au plus profond de moi-même. La colère, longtemps contenue, avait éclaté comme une explosion silencieuse, déchaînant en moi une tempête de sentiments contradictoires. Alors que je le voyais ramper, ses mains tremblantes cherchant désespérément à se protéger, je n'avais plus de barrière, plus de remords, juste cette flamme ardente de vérité à défendre coûte que coûte. La voix tremblante, presque inaudible, s'était échappée de mes lèvres, trahissant la guerre intérieure qui me déchiquetait. « Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il m'a fait. » Mon souffle s'accélérait, chaque mot étant un pas vers une confession que je savais inévitable. La pièce semblait se contracter autour de moi, comme si l'espace lui-même voulait m'avaler, m'effacer. Mais je persévérais, incapable de reculer face à cette révélation qui brûlait mes entrailles. La scène se figerait à jamais dans ma mémoire. Chaque détail gravé dans l'éternité d'un acte qui, une fois dévoilé, ne pourrait plus être oublié. La culpabilité me dévorait de l'intérieur, mais une voix insidieuse me poussait à continuer, à franchir cette limite ultime, à briser le silence familial non pas pour la vengeance, mais pour une liberté qu'on ne pouvait atteindre autrement. La confession, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête, représentait peut-être la seule façon de libérer mon âme tourmentée, de faire éclater la vérité, enfouie sous une couche de honte et de silence, qui pesait sur notre histoire, comme une malédiction ancestrale. Mon regard se posa un instant sur ses yeux, implorant une dernière fois, comme un appel à la justice ou à la pitié. Puis je pris une profonde inspiration, prêt à dévoiler enfin ce secret qui avait hanté chaque instant de ma vie. Ce secret qui, une fois révélé, changerait à jamais le cours de notre destin familial. Sous le ciel lourd de l'après-midi, la place centrale du village semblait figée dans un silence oppressant, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle pour assister à l'indicible. La foule se tenait là, rassemblée autour de moi, intriguée par mon visage dévasté et mes mains tremblantes, mes yeux brûlants de larmes, qui n'en finissaient pas de couler. Je savais que ce moment allait tout changer, que les mots que j'allais prononcer resteraient gravés à jamais dans la mémoire collective et dans la mienne. Mon corps tout entier était une poudrière prête à exploser, chaque fibre tendue par la douleur, le chaos intérieur que je n'avais jamais su nommer. Lentement, je levai la tête, fixant un point indéfini, au-delà des visages horrifiés, et dans un souffle brisé, ma voix s'échappa, fragile comme un fil de verre. Je dois tout dire. Mon regard se perda dans celui des spectateurs, cherchant une réponse, une approbation, ou simplement une compréhension. La tension était insoutenable. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un marteau frappant le silence pesant. Puis, dans un cri étouffé, presque un gémissement de désespoir, je lâchai « J'ai tué mon grand-père ». Les mots résonnèrent comme une bombe, un éclat brutal dans l'air chargé d'émotion. La foule se figea, des murmures d'incrédulité et de choc s'élevèrent. Certains reculèrent, d'autres fixèrent leurs yeux ronds, dans une stupeur glaciaire. La scène devint un tableau d'horreur et de perplexité. Je sentais que la vérité, enfin libérée, allait me déchirer en morceaux. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. Mes larmes coulaient à torrents, mêlées à une voix brisée par la douleur. Et je poursuivis, tremblante. Ce n'était pas une simple volonté de vengeance, ni un acte de folie. C'était une nécessité, une justice que je ne pouvais plus contenir. Autour de moi, les visages se déformèrent dans une expression de rejet ou d'effroi. Mais mon regard restait fixé sur cette foule figée, comme si je voulais leur faire comprendre qu'au-delà de leur horreur, il y avait une vérité que personne ne voulait entendre. Une vérité qui me hantait depuis si longtemps, que la seule façon de la libérer était de tout avouer, même si cela signifiait briser à jamais l'image de ce qu'ils pensaient être la réalité. Mon corps s'effondra finalement sur le sol pavé,
la voix enrouée par le poids de l'aveu, tandis que le cri silencieux de mon âme s'élevait dans cet espace chargé de regards incrédules et d'émotions contradictoires. Le murmure de la foule se transforma rapidement en cri de condamnation, un chœur acerbe de jugement sans appel qui résonne dans l'air lourd de la petite place du village. « C'est une monstruosité !» s'écria une voix tremblante, suivie d'autres qui acquiesçaient, les visages déformés par la peur et la répulsion. Certains se penchaient en avant, comme pour mieux voir cette jeune fille déchue, dont la silhouette tremblante se découpait sous le halo blafard du soleil d'après-midi. « Comment peut-on faire cela ?» susurra une vieille femme, les mains crispées sur son tablier. Élise, toujours agenouillée, le corps recroquevillé, sentit le regard froid de l'assistance s'abattre sur elle comme une lame, chaque mot de condamnation creusant un peu plus l'abîme de sa solitude intérieure. Elle leva la tête, ses yeux rougis par les larmes, et tenta d'articuler un début de justification. Mais la voix lui manqua. Un homme d'âge mûr, portant une barbe drue et un regard dur, s'avança d'un pas lourd, le visage contracté par la colère et l'indignation. « Ce n'est pas une simple folie ou un accès de rage, » dit-il d'une voix rauque. « Il y a forcément quelque chose derrière tout ça, quelque chose que vous refusez d'admettre. La famille, la société, tout ça, c'est qu'un masque pour cacher des secrets plus sombres. » La jeune fille le regarda, l'âme brisée, incapable de répondre. Elle savait qu'un silence pesant s'était installé, chaque spectateur murmurant entre eux, certains évoquant une injustice familiale enfouie, un passé noir que personne n'osait nommer. La scène devenait une scène de justice populaire où se mêlaient incompréhension et horreur. La mère d'un des voisins, la voix tremblante, osa alors une question qui faisait frissonner. « Et toi, Élise, pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qui a poussé une si jeune fille à commettre un acte si abominable ?» Mais dans ses yeux, on percevait une lueur d'empathie, comme si une part d'elle-même comprenait la douleur de cet enfant perdu dans un labyrinthe de secrets et de traumatismes. Élise, dans un dernier effort de dignité, tenta de se relever, mais le poids de la honte et de la culpabilité la fit chanceler. Elle sentit alors tout le poids du regard collectif, la condamnation suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Elle voulait crier, se défendre, expliquer que derrière cette violence extrême se cachait une injustice irrémédiable, une horreur enfouie si profondément qu'elle ne pouvait plus la supporter. Mais ses mots s'étranglèrent, et dans cet instant suspendu, elle comprit que tout le village ne voyait en elle qu'un monstre, incapable de voir la complexité de son âme brisée, incapable d'entendre la vérité qui la consumait. La condamnation devenait alors inévitable, et même si certains murmuraient encore, dans leur cœur, une voix plus douce évoquait peut-être la nécessité de regarder au-delà de la simple horreur pour percevoir la douleur enfouie dans chaque geste, dans chaque silence. Dans un souffle tremblant, au centre d'une place déserte, sous le regard lourd de la foule figée par l'horreur, Élise leva la voix, brisant le silence comme une coupure profonde dans le tissu fragile de la réalité. Ses yeux, habituellement vides, étaient maintenant en feu, révélant une tempête intérieure qu'elle ne pouvait plus contenir. « Je n'ai pas tué mon grand-père simplement par folie ou par haine, » murmura-t-elle, la voix brisée mais empreinte d'une détermination farouche. « Tout ça, c'est la conséquence d'un secret que personne ne voulait voir, d'une injustice qui a rongé ma famille pendant des années. » Elle fit une pause, cherchant ses mots, le visage marqué par la douleur. « Mon grand-père, ce n'était pas qu'un homme brutal ou un tyran. Il était l'agent d'un silence violent, d'un pouvoir oppressif, qu'il utilisait pour faire taire ceux qui osaient défier sa volonté. Ma mère, elle est morte parce qu'elle a voulu révéler la vérité. » La foule, d'abord glacée, sembla frissonner, incapable de comprendre la profondeur de cette révélation. Élise poursuivit, la voix écorchée par l'émotion. « Mon père n'est pas celui que vous croyez. Il n'a jamais été là pour moi. Mais il a été la seule personne à connaître l'histoire cachée, celle qui explique tout. Mon grand-père, ce n'était pas seulement un homme dur. C'était aussi le maître d'un système de tyrannie invisible, un réseau de secrets et de mensonges qui ont brisé notre famille de l'intérieur. » Elle s'arrêta, la gorge serrée, les yeux perdus dans le lointain, puis reprit, plus ferme. « J'ai voulu mettre fin à cette domination, à cette honte collective.
Je voulais que la vérité éclate, même si cela devait me coûter la vie. Parce qu'au fond, ce que je voulais, c'était la justice. La vraie? Son corps tremblait encore sous la tension. Mais son regard, chargé d'un feu inextinguible, faisait vaciller les certitudes de ceux qui l'écoutaient. La révélation brutale et bouleversante dévoilait une dimension insoupçonnée de son acte, un combat contre une tyrannie silencieuse, une révolte contre l'injustice profondément ancrée dans l'ADN même de leur histoire familiale. Une justice qu'elle avait poursuivie à tout prix, jusqu'à la limite de la folie. Sous la pâle lumière d'un lampadaire vacillant, je me tins face à la foule rassemblée dans la vieille place du village, le cœur tambourinant comme un martèlement de tambour de guerre. Mon souffle était court, chaque respiration saccadée, comme si l'air lui-même refusait de s'engouffrer dans mes poumons. Mes mains tremblaient, mais mon regard, lui, était d'une fermeté glaciale, prêt à briser le silence lourd de secrets séculaires. « C'est fini !» dis-je d'une voix presque inaudible. Puis je levai la tête pour que tous m'entendent, pour que chaque regard, chaque silence, résonne comme une condamnation, ou peut-être comme une libération. Je ne peux plus porter cette double vie, cette mascarade de respect et de soumission. Ce que vous ignorez, ce que vous refusez d'admettre, c'est que mon grand-père n'était pas simplement un homme dur. Il était le maître d'un système de tyrannie silencieuse, une toile d'araignée de mensonges, de manipulations et de violences insidieuses qui ont détruit notre famille de l'intérieur. Vous vous contentez de voir la façade. Mais derrière, il y avait des nuits sans sommeil, des cris étouffés, des blessures invisibles que je portais comme une croix, chaque jour un peu plus lourde. Je me rappelle encore le jour où j'ai trouvé le journal intime de ma mère, caché dans le vieux coffre au fond de la remise, recouvert de poussière et de secrets. Ces mots, gravés à la hâte, décrivaient une vérité que personne ne voulait entendre. Une vérité que mon grand-père lui avait infligée, dans l'ombre, dans un silence complice. Il y avait des pages entières où elle parlait de viol, de menaces, d'un système de contrôle psychologique qui s'étendait comme une toile d'araignée, empoisonnant chaque membre de la famille. Et moi, enfant fragile, j'avais été la spectatrice impuissante de cette horreur, enfermée dans un huis clos de peur et de honte. Une nuit, incapable de supporter cette prison invisible, j'ai décidé de briser le cercle. J'ai confronté mon grand-père, dans la pièce sombre de la vieille ferme, où les murs semblaient retenir tout le poids de nos secrets. « Tu ne peux plus continuer à te cacher derrière des apparences de respectabilité !» lui ai-je crié, le regard plein de rage et de désespoir. Et c'est là, dans cette scène de douleur ultime, que la vérité m'a éclaté comme un feu d'artifice intérieur. Je l'avais torturé, oui, mais pas pour le plaisir ou par haine gratuite. Je l'avais fait parce que je voulais qu'il entende, qu'il ressente la douleur qu'il avait infligée à ma mère, à moi, à toutes ces femmes réduites au silence. Je voulais qu'il comprenne, dans ces dernières secondes, que sa tyrannie insidieuse ne resterait pas impunie. Quand je me suis jetée sur lui, c'était comme une libération, une justice radicale contre une oppression insidieuse, contre un système familial destructeur. Et maintenant, face à vous, je vous dis que cette violence, cette horreur, ce n'était pas un acte de folie, mais une révolte contre une injustice ancestrale, une tentative désespérée de briser la chaîne de honte et de silence qui nous liait tous. Je ne cherche pas la pitié ni la condamnation. Je cherche simplement à faire entendre la vérité, à dénoncer ce qui a été tu pendant trop longtemps. Parce que la justice ne se limite pas à la loi. Elle naît aussi dans le courage de révéler ce que tout le monde préfère oublier. Et si cette confession doit m'éloigner de vous, alors qu'il en soit ainsi. Mais je refuse de porter ce poids seul. Je veux que le monde sache que la véritable tyrannie est souvent celle que l'on cache derrière un sourire et un visage de respectabilité. En disant ces mots, je suis libre, enfin, libérée du silence qui m'étouffait, prête à affronter la tempête du jugement, car je sais que la vérité, même la plus sombre, doit sortir pour que la lumière puisse enfin naître. Dans le silence lourd de la pièce plongée dans une pénombre oppressante, Élise se tenait debout, le corps tremblant, le regard fixé sur le sol comme si le sol lui-même pouvait lui révéler la vérité ultime. Ses yeux rougis par les larmes refusaient de se fermer.
Et alors qu'elle inspirait profondément pour calmer son agitation intérieure, une voix intérieure, douce mais acerbe, lui soufflait des questions qu'elle n'osait pas encore formuler à voix haute. « Ai-je vraiment le droit de juger ce que j'ai fait ? Était-ce une folie passagère ou la seule réponse à un déchaînement de douleur que personne ne voulait voir ?» pensa-t-elle, sa voix intérieure résonnant comme un écho dans sa propre tête. Elle sentit ses mains se crispant au point de blanchir, ses doigts cherchant un appui sur la vieille table en bois, usée, comme pour s'ancrer dans la réalité. Elle se mit à marcher lentement, ses pas résonnant dans le vieux salon déserté, où chaque objet semblait témoigner d'un passé lourd et refoulé. Et la justice, alors, est-ce qu'elle existe vraiment? Ou n'est-elle qu'un mirage destiné à apaiser les consciences? Qui suis-je, moi, pour porter un jugement, alors que je suis moi-même prisonnière de mes ténèbres? Elle s'arrêta devant le miroir fissuré, dont le reflet déformé lui renvoya l'image d'une adolescente brisée, hantée par ses propres démons. Dans un murmure presque inaudible, elle se confia, comme pour se donner une dernière chance de comprendre. Ai-je tué ce que je détestais le plus en lui? Ou ai-je simplement voulu faire taire le cri silencieux d'une injustice que personne ne voulait entendre? La pièce semblait se refermer autour d'elle, chaque question creusant davantage le vide intérieur qu'elle portait. D'un geste hésitant, elle leva la main vers son propre visage, comme pour effacer la frontière fragile entre le passé et le présent, entre la vérité qu'elle cherchait à dévoiler et celle qu'elle refusait d'accepter. Est-ce que la rédemption existe vraiment pour ceux qui ont brisé tout ce qui restait d'humanité en eux? Murmura-t-elle, sa voix chargée de désespoir et de défi. Dans cet instant suspendu, elle comprenait que cette confession, aussi douloureuse soit-elle, n'était pas qu'une simple révélation, mais une tentative désespérée de se libérer du poids de ses actes, une quête pour faire entendre la voix de sa conscience, même si cette dernière la condamne. La lumière vacillante de la bougie tremblait, comme pour témoigner du fragile équilibre entre la culpabilité et la rédemption, entre la folie et la justice. Et dans ce théâtre de ses pensées, Élise sentit enfin l'écho de ses propres mots, résonner comme un verdict intime. Elle n'était ni coupable, ni innocente, mais simplement une âme brisée cherchant à dénouer les fils de ses propres silences. Après cette confession publique, bouleversante et emplie de douleur, Élise sentit que le poids de ses mots ne faisait qu'accroître la lourdeur dans sa poitrine. Elle ne voulait plus fuir la vérité, ni se cacher derrière des masques de silence ou de déni. La scène s'était figée dans un silence oppressant. Mais pour elle, le véritable hurlement intérieur venait de s'éveiller, tel un cri ancestral qu'elle n'avait jamais osé libérer. Elle s'agenouilla lentement, ses mains tremblantes, agrippant le sol froid, comme si le simple contact avec la terre pouvait absorber une partie de ses tourments. Elle se revoyait, enfant, dans la vieille maison du grand-père, le regard vide face aux ombres dansantes sur les murs. Ces ombres qui dissimulaient des secrets qu'elle s'était toujours refusé à comprendre. La voix de la foule s'éloignait, écho lointain, alors que dans sa tête résonnait la voix de sa conscience, douce mais persistante. Tu dois accepter. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule voie vers la libération. Elle ferma les yeux, respirant profondément, cherchant une étincelle de lumière dans l'obscurité qui l'enveloppait. Peut-être que la rédemption n'existe pas, se murmura-t-elle. Mais si je ne me confronte pas à cette réalité, je resterai prisonnière de moi-même, condamnée à revivre chaque scarification, chaque silence, chaque mensonge. Elle se releva d'un pas hésitant et se mit à marcher vers le miroir fissuré, symbole de son propre reflet fragmenté, comme pour voir si un fragment d'elle-même pouvait encore être sauvé. D'une voix tremblante, elle se dit à voix haute, comme pour se convaincre « Il faut que j'écoute, que j'entende ce que mon âme crie, même si cette vérité me déchire. » La lumière vacillante de la pièce tremblait avec elle, mêlant ombres et éclats, comme pour témoigner que la réconciliation avec soi-même se faisait dans un chaos intérieur. Élise comprenait peu à peu que la seule manière de se libérer de cette spirale infernale était d'accepter toutes les facettes de son passé, même celles qui la hantent, même celles qui, à chaque instant, menaçaient de tout faire voler en éclats. Son regard se fixa sur le vieux journal de sa mère, posé sur la table, prêt à révéler encore plus de secrets, encore plus de douleur. Elle prit une décision. Affronter la vérité entière, sans peur ni honte,
car c'était seul ce chemin qui pouvait lui donner une chance de renaître, même brisé. Elle murmura alors comme un serment silencieux. « Je vais écouter mon cœur, même s'il saigne, et je vais essayer de me pardonner, parce que c'est la seule façon de recoller les morceaux de cette âme meurtrie. » La pièce s'épaissit d'un silence lourd, mais cette fois, c'était un silence chargé d'espoir, celui d'une renaissance imminente, d'une vérité enfin acceptée, aussi terrible soit-elle. La société doit alors faire face à la complexité de ses actes et de ses motivations, réalisant que la victime peut devenir l'auteur d'un crime extrême et que la compréhension du passé est essentielle pour envisager un avenir de justice. Pendant que je prononçais ces mots, la foule autour de moi semblait suspendre leur souffle, comme si la simple idée d'accepter cette vérité irréfutable bouleversait leur vision du bien et du mal. Mon regard croisa celui de quelques anciens du village, dont les visages blêmissaient, leurs yeux s'écarquillant à la révélation. Certains murmuraient, d'autres détournaient la le regard, mais tous étaient pénétrés par une incompréhension douloureuse. Je sentis la tension monter. Chaque mot que je disais semblait déchirer le voile de la normalité, dévoilant une réalité insoutenable, celle d'un secret si lourd qu'il avait forgé mon existence entière, façonnant mes gestes, ma haine, ma folie. Je pris une profonde respiration. Mes mains tremblaient et je poursuivis, ma voix rauque portée par une colère silencieuse. Je n'ai pas choisi cette voie. Je ne voulais pas que cela devienne ma vérité. Mais le poids de cette injustice, de tout ce qu'on m'a fait subir, m'a poussé au bord du gouffre. Mon grand-père, ce héros de façade, était aussi un tyran, un homme capable du pire, dont la cruauté dissimulait si bien ses propres blessures. Les murmures se firent plus forts, la foule se divisa. Certains pleuraient silencieusement, d'autres criaient au scandale. Je leur lançai un regard chargé d'amertume. Tout ce que je voulais, c'était qu'on m'écoute, qu'on comprenne que derrière cette violence, il y avait une douleur inexprimable, un cri étouffé par des années de silence. La scène devenait presque irréelle, comme si le temps s'était figé, suspendu dans cette confession douloureuse, fragile, mais nécessaire. Je savais que cette vérité, aussi terrible qu'elle soit, pouvait enfin briser le mur de l'indifférence, ouvrir la porte à une justice différente, où la complexité humaine ne serait plus niée, mais reconnue dans toute sa profondeur. Car au fond, je voulais simplement que l'on regarde au-delà des apparences, que l'on comprenne que chaque acte, même le plus abject, naît d'un enchevêtrement de douleurs enfouies, de secrets et d'histoires inavouables, et que seul le regard honnête sur le passé peut, peut-être, espérer éclairer un avenir moins sombre. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines brunes du village, je me tenais devant la vieille porte de la maison du grand-père, le cœur lourd, mais étrangement calme. La porte grinça sous ma main tremblante, comme si la maison elle-même refusait de laisser partir mes souvenirs, de laisser s'échapper la vérité qui m'avait consumée pendant tant d'années. Je savais qu'au moment où je franchirais ce seuil pour la dernière fois, tout changerait. Le passé, le présent, mon avenir. Mon souffle se fit court lorsque je regardais une dernière fois la silhouette tremblante de la vieille qui m'attendait dans l'ombre, ses yeux remplis de tristesse et de reproches silencieux. Je m'approchais doucement, mes pas résonnant dans le silence oppressant, prêt à briser le dernier mur de silence, à laisser s'échapper ce que j'avais porté en moi comme un fardeau insupportable. « Tu n'auras plus à te cacher », murmurai-je d'une voix tremblante, parce que je savais que c'était la seule façon de me libérer, de cesser de fuir cette vérité qui me hantait. Je sortis alors un petit carnet, mon seul témoin, mon seul refuge, et je le posai sur la table en face de lui, cette relique de ma propre histoire. Voilà tout ce que j'ai gardé pour moi, toute la douleur, toute la colère, toute la honte. La pièce devint soudainement étouffante, chargée d'un poids invisible, et je sentis mon corps se déchirer intérieurement, parce que je comprenais enfin que pour avancer, je devais affronter la justice que je m'étais imposée, celle de porter la vérité, même si elle devait me condamner à jamais. La décision était prise. Je levai la tête et, dans un souffle presque inaudible, je lui dis « Je suis prête à partir, à recommencer, à me réinventer. » Une promesse silencieuse à moi-même, à ce passé qui m'avait façonné et à celui que je voulais devenir.
quelqu'un qui ne fuirait plus ses ombres, mais qui les accepterait pour enfin trouver la paix. Mon regard se fixa sur l'horizon lointain, celui où l'avenir s'ouvrait, incertain, mais chargé d'espoir. Je savais que la route serait longue, que le poids du secret me suivrait encore longtemps, mais je ressentais dans chaque fibre de mon être une lueur fragile. La promesse qu'un jour, la justice et la rédemption pourraient s'entrelacer, pour éclairer ma vérité et, peut-être, pour guérir enfin les blessures invisibles qui m'avaient tant détruite. La silhouette d'Élise se découpa contre le ciel gris clair, ses pas lents mais résolus s'éloignant de la vieille maison abandonnée, vestige muet d'un passé qu'elle s'était enfin décidée à affronter. Le vent glacé caressait ses cheveux emmêlés, tandis qu'elle avançait, le regard fixé vers l'horizon incertain, mais porteur d'une promesse nouvelle. Son visage, marqué par la fatigue et la douleur, était illuminé d'une lueur presque fragile, celle qui surgit lorsqu'un cœur brisé trouve enfin la force de se relever. Elle respira profondément, comme pour aspirer toute la lourdeur de ses secrets, toute cette douleur qui l'avait longtemps consumée. « Je vais devoir porter cette vérité », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion, mais emplie d'une détermination farouche. « Peut-être que personne ne comprendra, peut-être que je serai jugée, mais je ne peux plus fuir. » Elle passa la main sur sa nuque, comme pour apaiser un malaise intérieur, puis franchit un petit chemin rocailleux menant à l'horizon, où le ciel d'un gris plombé se confondait avec la terre humide. La maison, silhouette sombre et silencieuse, se tenait là, comme une tombe éternelle de leur silence, de leur non-dit et de leur horreur commune. Dans un dernier regard, ses yeux s'attardèrent sur cette carcasse de souvenirs, sur les murs décrépits qui avaient abrité ses secrets, ses peurs, ses outrages. Elle se remémora alors la scène où, face à ses proches, elle avait déclaré, d'une voix tremblante, qu'elle n'éprouvait plus de remords, que sa justice était la seule qui comptait, celle du silence qu'elle s'était imposé. Mais aujourd'hui, elle comprenait que cette dernière étape, celle de l'abandon, du lâcher-prise, n'était pas une fin, mais une renaissance. Elle se tint là, droite, prête à tout affronter. L'ombre de son passé, la colère de ceux qui ne sauraient jamais tout comprendre, et la vérité qu'elle portait en elle, aussi terrifiante soit-elle. « C'est terminé !» souffla-t-elle, ses lèvres tremblantes dessinant un sourire amer. « Je vais laisser derrière moi tout ce qui m'a détruite, pour enfin commencer quelque chose de vrai, de pur. » Ses pas se firent plus fermes, alors qu'elle s'engageait vers cette nouvelle vie, consciente que chaque pas la rapprochait de la rédemption, aussi fragile et incertaine soit-elle. Elle savait que le chemin serait long, semé d'embûches, d'interrogations et de douleurs, mais elle était prête à porter cette charge, celle de sa vérité, aussi déchirante fût-elle, pour pouvoir peut-être, un jour, guérir enfin de ses blessures invisibles. La silhouette d'Élise s'effaça peu à peu, disparaissant dans la brume naissante, laissant derrière elle l'écho de sa détermination, une promesse silencieuse que, malgré tout, elle continuerait à avancer, à se reconstruire, à se réinventer, même dans l'obscurité la plus profonde.